Commencer de zéro dans l'univers du vin, c'était plutôt extrêmement compliqué. Moi, j'ai lu qu'il y avait une augmentation très très forte, augmentée de 4 milliards d'euros en 2028. Ça représente quoi, 50% du prix de la vente? Joker, mon capitaine. Ok. On n'a pas le droit de communiquer sur l'alcool. Par contre, toi, tu as le droit de communiquer. Tu pourrais faire des campagnes de pub. J'ai une vision du risque qui est complètement atypique. Pour moi, on n'échoue pas. Donc tout est possible. Au pire, c'est un non. Tu risques rien. Bonjour Mathilde. Bonjour Xavier. Bienvenue dans Build. Merci. Build, c'est le podcast qui parle de construction d'entreprise, qui parle de gens qui progressent, qui parle de croissance. Toi, tu es la dirigeante, en fait, comment je peux dire ça, en fait, de la nouvelle boîte à la mode, c'est ça? En tout cas, dans l'air du temps, c'est certain. Ouais, on sort en plus juste du Dry January, et pour tout de suite faire un disclaimer, en fait, toi, tu fais du vin, mais sans alcool. C'est ça. Je suis la fondatrice de la Maison Chavin. Donc, j'ai créé une société de zéro. J'aime le chiffre zéro. Donc, en 2010, de pas grand-chose, 5 000 € en poche. Et je suis tombée enceinte très rapidement. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? La champenoise que je suis va avoir un petit peu des soucis à boire du soda ou de l'eau gazeuse pendant tout ce temps. Et de là, germe l'idée de se dire, il faut désalcooliser du vin, il faut trouver les solutions pour proposer aux consommateurs finaux d'autres alternatives que le vin. Donc des produits orientés festivité, orientés épicurianisme, mais sans éthanol. Et tout démarre. Et là, dans ce que tu viens de dire, j'ai déjà 50 questions à te poser par rapport à ça. Sur le parcours, parce que déjà, ce qu'on peut dire pour présenter Chavin, avant c'était Pierre Chavin d'ailleurs, on va en discuter de ce nom, parce que ça a une histoire aussi assez dingue, je trouve. C'est le leader français, aujourd'hui tu es le leader français de ce marché, toi? Alors, leader français sur un positionnement premium. Donc en 2010, il faut bien que tu t'imagines que je n'avais pas 3 châteaux, vignobles amortis, 4 générations. Et commencer de zéro dans l'univers du vin, c'était plutôt extrêmement compliqué. Il fallait quelque chose d'assez singulier, à savoir ce que j'appelle l'art de la différence. Donc s'interroger sur la différenciation et un petit peu le Blue Ocean Strategy, faire tout ce que personne n'a pensé à faire ou vraiment aller dans des marchés assez niches. Effectivement, l'univers du sans-alcool, à l'époque, il n'y avait personne. Donc, on est considéré comme, ou un acteur sur le marché français. On est considéré comme pionnier. Et très vite, on s'est engouffré dans un positionnement qui est premium. Pourquoi? Parce que pour faire des choses de qualité dans l'univers du sans-alcool, eh bien oui, les prix de revient sont un petit peu élevés. Et il faut, à mon sens, être au-delà du zéro, il faut apporter une expérience gustative. Et ça requiert de la qualité. Oui, parce que toi, tu as plein d'enjeux, on va en parler justement. Tu me parles de ton parcours de 2010, mais en fait, avant ça, en fait, si tu peux m'en dire 2 mots, d'où tu viens, toi, Mathilde? Alors, je suis champenoise. Okay. Moi, j'ai toujours bercé dans les bulles, l'effervescence. Et puis, la Champagne, évidemment, c'est un univers assez particulier. Les marques, le marketing du luxe. Donc voilà mon terreau, et puis mon terreau aussi très chlorophyllé, donc j'ai à la fois les 2 pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Donc champenoise, et vraiment je pars très très vite à l'international. Donc je vis pendant environ 5 ans en Suède, où je suis acheteuse dans l'univers du vin sur la fin de mon temps à Stockholm. Et là, je me dis que finalement, le savoir-faire français, il est exceptionnel. Mais peut-être qu'il faut aider la France à pouvoir faire quelque chose de plus sympa à l'international. Donc, le marketing, l'export, tout ça, c'est l'innovation dans un univers séculaire. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et je me dis qu'en France, il y a plein de choses à faire parce qu'on a un savoir-faire, encore une fois, exceptionnel, une image qui est magique. Par contre, il faut savoir l'emporter à l'international. Et ça, je savais faire. Ouais, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, ton groupe, Chavin... moi, j'ai noté 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Quasiment plus de 3 millions de bouteilles vendues par an. Enfin, c'est colossal. Avec une grosse partie, d'ailleurs, des ventes qui se font à l'export. C'est plus de 90%, c'est ça? C'est ça. Alors, historiquement, tu imagines bien que sur le marché français, eh bien, j'étais déjà, pas accueillie par mes pairs PAIRS de la meilleure des manières.
Et puis, par les acheteurs, au sens large. Les acheteurs, oui, l'ouverture d'esprit, c'était quelque chose d'assez compliqué, pas mal d'obstacles, en fait, de pénétration, même si les consommateurs finaux, oui, il y avait déjà une demande, un besoin qui était tout à fait évident, une modération structurelle avec une décroissance du vin. C'était déjà le cas il y a 15 ans. Mais par contre, partir à l'international, très intéressant. Pourquoi ? Une image France, une ouverture sur les choses, sur l'innovation qui est totalement différente. Et puis, une volonté aussi de se tourner vers des solutions bien-être, sans éthanol, l'espace d'un instant. Donc, je pense au marché asiatique, notamment le Japon, où on est très fort. Pourquoi l'Asie ? L'Asie processise très mal l'alcool. Et ils ont pour autant besoin d'alternatives qui soient un petit peu sophistiquées dans le cadre de soirées de business ou voire au restaurant. Donc ça a été beaucoup plus simple pour moi d'arriver sur les marchés étrangers. Et j'appelle ça le ricochet inversé. Donc partir très loin pour petit à petit revenir sur le marché français. Et depuis 3 ans, ça explose. Super intéressant, c'est le ricochet inversé, t'appelles ça ? Et donc, c'est pour ça que ta démarche, elle a d'abord été effectivement à l'export. Aujourd'hui, c'est quasiment 65 pays que t'opères, c'est ça ? C'est ça. Je te disais 90% de ton chiffre d'affaires qui est fait à l'export. J'ai plein de questions sur le produit, sur l'image, sur le projet. Mais si on revient à la genèse de Chavin, moi, je le sais parce que tu m'en as parlé. Est-ce que tu peux nous raconter, en fait, l'histoire de ce Pierre Chavin ? Parce qu'aujourd'hui, ta boîte, elle s'appelle comme ça, Chavin. Ça vient de Pierre Chavin. D'où ça vient, cette histoire ? Alors, encore une fois, il y a 15 ans, dans l'univers du vin, faire du vin sans alcool, il fallait se cacher derrière un homme qui n'existe pas. Donc Pierre, référence au terroir. Chavin, Chanel, le mot vin à l'intérieur, qui est devenu une marque, quelque chose d'assez mémorisable à l'international. Donc aujourd'hui, il y a une acceptation qui est beaucoup plus importante. Et puis n'oublie pas que j'avais la trentaine, plutôt jeune, plutôt femme, et dans le sud de la France. Bon, on va dire que je cochais pas toutes les cases. Donc tu as inventé en fait purement et simplement ce nom de Pierre Chavin pour ta marque, c'est ça ? Exactement. Ça c'est assez fou. Et le fait que tu sois derrière ce nom, c'était plus facile que de l'appeler Mathilde Boulachin. Exactement. Moi, je considère qu'à l'époque, c'était pas un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, je réfléchirais sans doute différemment. Mais il y a une évolution des mentalités, une évolution sociétale au sens large. Mais à l'époque, il fallait effectivement mettre tous ces atouts. Enfin, il fallait minimiser les risques, déjà qu'ils étaient suffisamment élevés. Donc, sur un plan marketing, j'ai choisi la carte de la sagesse et ça a plutôt pas mal marché. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de Pierre pour marquer, c'est Chavin, Maison Chavin, et c'est devenu une marque dans l'univers du sans-alcool reconnue. Toi, tu as touché un espèce de... D'ailleurs, c'est ton business, hein, un symbole français, parce que le symbole français, c'est le vin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le terroir, etc. Et toi, tu dis, en fait, je vais faire la même chose, mais sans l'alcool. On a l'impression qu'en France, quand on touche à ces sujets-là, en fait, c'est inflammable, quoi. D'ailleurs, comme l'alcool. Ça a été quoi, en fait, quand tu as commencé, quand tu as lancé ta marque, les grandes difficultés que tu as rencontrées autour de ça, autour du fait de vouloir, quelque part, un peu bouleverser ce marché ? Alors, effectivement, dépoussiérer une industrie séculaire, je ne peux pas dire que c'est chose facile. Donc, il faut avoir une véritable résilience et cultiver ce que moi j'appelle l'audacité. Donc, un mélange d'audace et de ténacité. Donc, dans mon industrie, l'industrie du vin, un bastion, un symbole culturel français par excellence, faire du vin sans alcool, oui, complexe. Donc, tu imagines bien que je n'ai pas été accueillie sur un tapis rouge. Ceci dit, avec le temps, avec beaucoup de communication, beaucoup de R&D, beaucoup d'efforts dans la distribution, eh bien, on arrivait à faire quelque chose qui est plutôt assez sympa sur un plan évangélisation, que je place entre guillemets. On a convaincu la sommellerie. La sommellerie, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dans les restaurants français et ailleurs, eh bien, l'offre en vin, elle décroît d'une manière assez significative, pardon. Et pour autant, c'est une part importante du business du restaurateur. Donc, comment aller retrouver une nouvelle dynamique ? Eh bien, en proposant des alternatives au vin qui sont somme toute considérées comme quelque chose de complexe, élaboré avec savoir-faire et maîtrise, et
sur lequel on va pouvoir valoriser. Pourquoi le soda ou l'eau, c'est compliqué. Tout le monde connaît le prix d'un Coca-Cola. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens répondre aussi à un besoin économique, pas uniquement en fait bouleverser le marché. Ce que tu dis là avec les restaurateurs, moi je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, tu leur apportes un complément de revenu. Et donc, c'était un changement de code. Moi, je le vois, je déjeune trop, d'ailleurs, peut-être au restaurant, et je vois effectivement en fait l'évolution. Tous les déjeuners, bon, alors moi, je prends pas d'alcool le midi, etc. Je bois très peu d'alcool, d'ailleurs, tout court. Et en fait, je me rends compte que en fait, je suis pas le seul. Beaucoup de gens sont dans la même dynamique. Et à part des eaux ou des sodas, en fait, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et c'est vrai que cette explication aussi de dire que toi, tu viens apporter un complément de revenus en fait, aux restaurateurs, c'est un vrai sujet. Je pense aux restaurants haut de gamme, les restaurants étoilés, d'ailleurs, sur lesquels tu es présente, toi, Bien sûr. avec tes produits. Pour eux aussi, au-delà du fait qui est la notion économique, il y a aussi la notion du goût. Toi, tu dis que tu as évangélisé, en tout cas, les sommeliers. Comment ça s'est mené, ce travail-là d'évangélisation des sommeliers pour leur expliquer qu'effectivement, même sans l'alcool, ça marche et que c'est bon? Alors, j'ai envie de dire, le métier de sommelier, il est assez simple. On accompagne le client de l'apéritif jusqu'au café. Donc, il doit être avec une ouverture d'esprit face à une demande du client qui est d'accompagner le repas, avec ou sans alcool. Il faut imaginer que c'est un peu comme le café. En fin de repas, on te demande, tu veux un café ou un décaf? Il y a plus de 20 ans, ça te devait étonner quand même comme type de question. Mais là, c'est pareil. On est au balbutiement d'une révolution, d'un changement structurel de consommation. Et bientôt, un jour, en début de repas, on te posera la question, est-ce que tu souhaites une flûte de champagne ou un vin sans alcool? Ouais, c'est intéressant ce que tu racontes là-dessus. C'est quoi ce qui t'a le plus blessé quand tu t'as lancé ta marque sans alcool? C'est quoi les remarques qui t'ont le plus dérangé, qui t'ont le plus gêné? Alors, je crois que si je retenais ça, je ne serais pas là pour te parler. Parce que si on retient le négatif, quelle que soit la trajectoire entrepreneuriale que l'on choisit de faire, eh bien, on aurait beaucoup de difficultés à continuer d'avancer. Donc, vraiment, j'écoute pas vraiment. Et je te pose la question parce que je sais que ça a été super dur. C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question, parce que je sais que le parcours, en fait, il a été pour toi extrêmement difficile. Ouais. Tu démarrais effectivement en étant une femme dans un milieu d'hommes, à toucher un symbole français important, dans une industrie qui a beaucoup de codes, tu vois, qui est très attachée à la façon de faire les choses. Et donc, quand on vient et qu'on arrive et qu'on bouscule complètement tout ça, tu me l'as raconté déjà, je sais que ça a été très difficile, quoi. Et il faut savoir, pour moi, ce qui est ultra important, c'est comme quand on apprend à marcher. C'est faut savoir se relever. Parce que des échecs dans l'entrepreneuriat, on en connaît. La perception des autres, eh bien, effectivement, bien que l'on dise c'est pas important, bah, elle peut toucher. Mais il faut avoir une capacité de se relever, de se régénérer. Et chaque matin, eh bien, c'est comme apprendre à marcher. On s'est gamé les 3000 fois, et ben là c'est pareil, il faut se relever et continuer et avancer et croire qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et effectivement, elle est venue. Alors elle n'est pas venue tout de suite, au départ c'était une niche qui a pris essence et qui a germé ailleurs. Et petit à petit, pour revenir au pays, mais 1 + 1 + 1, 65 pays, 1 + 1 + 1, bien 16 millions d'euros. Et je pense que mes pairs, PIRS, qui sans doute rigolaient beaucoup ou qui critiquaient pas mal, se sont dit finalement elle était avant-gardiste. Elle a vu qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans la déconsommation du vin, qu'il y avait fatalement une demande qui allait germer avec autre chose, une autre proposition gustative pour tous les consommateurs qui voulaient modérer. Et elle est folle, c'est devenu, elle était visionnaire et bravo. Et aujourd'hui, effectivement, on vient me dire... bravo, c'est top ce que tu as fait. Et ça, finalement, c'est le plus beau des accomplissements. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que j'ai plein de questions là, par rapport à ça. Déjà, la première, c'est effectivement sur ton marché, c'est-à-dire que le marché de l'alcool est en baisse tous les ans.
En tout cas, on voit qu'il y a une baisse. Moi, j'ai noté en fait qu'entre 2023 et 2024, il y a eu 5,8% de baisse de la quantité globale, en tout cas en France, de consommation. Avant ça, il y avait eu moins 6,8%. Donc, on voit bien qu'en fait, la consommation d'alcool baisse. Je discutais là récemment avec une caviste qui me disait en fait le Dry January, qui est devenu un effet de mode important. Aujourd'hui, c'est un deuxième mois d'août pour les cavistes. Si effectivement, en fait, on continue à vendre de l'alcool, parce qu'il y a une espèce de détoxification, en tout cas, de l'alcool. Alors pour toi, ça doit te faire Dry January, ça doit être assez génial, non? C'est la période où en France tu vends le plus, toi? Alors c'est un bon mois, mais les fêtes également. Ok. Parce que revenons, imaginons que vraiment le sans-alcool. Donc, on a parlé de populations asiatiques qui processisent mal, mais il y a tout. Quand tu dis processiser, c'est-à-dire que biologiquement, biologiquement, ils ont quelque chose dans leur corps, je crois, qui fait qu'ils ont, en buvant très très peu d'alcool, en fait, il y a des effets qui sont décuplés. Exact. Et ils le vivent très mal, en fait. Oui, ils le vivent très mal. Ils l'ingèrent d'une manière qui est assez complexe pour eux. Donc. Mais si on revient sur la mosaïque de consommateurs finaux potentiels, on a parlé des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des sportifs, population senior sous traitement médicamenteux, ethnique, jeune génération, mais aussi nous, chefs d'entreprise, qui organisons des pots dans nos sociétés, on a une responsabilité, les capitaines de soirée, en passant par... Et ça devient tout un marché, parce que c'est toute une mosaïque de différents consommateurs, en fait. Et ça pèse quoi aujourd'hui, ce marché ? Alors, ça pèse quelques millions, voire quelques milliards à l'échelle internationale. Okay. Il faut bien que tu te mettes en tête que ce sont tous les pays producteurs ou consommateurs de vin qui consomment du vin sans alcool. Ce sont les flexi-buveurs qui sont plutôt friands d'alternatives sans alcool. Donc, comme toi, typiquement, le midi, tu bois pas, moi non plus, personnellement. Et pour autant, le soir, je peux éventuellement tout à fait prendre un verre de vin. Donc, je modère. Tantôt, je bois pas, parce que d'où la petite terminologie flexi-buveur. D'ailleurs, je m'interrogeais en fait sur le modèle économique de ça. Parce que toi, aujourd'hui, en fait, tu es négociante. C'est ça ton métier en vrai. C'est-à-dire que tu vas acheter une matière première que tu assembles et ensuite, derrière, en fait, tu fais le marketing qui va avec et tu le distribues. Et c'est ça ton métier. Alors, c'est un peu plus complexe. Ouais. Donc, effectivement, il y a une grande partie de sélection. On sélectionne des vins, des raisins, des cépages. Il faut bien imaginer ce que ça va représenter une fois désalcoolisé. Donc, notre savoir-faire, c'est d'aller sélectionner, d'assembler, mais aussi d'apporter toute la complexité. Donc, on a le droit à toute la palette œnologique, bâtonnage, des macérations, en passant par des boisages. Donc, tout ce que l'on a dans le vin, eh bien, on l'utilise toujours sur ces vins qui ont été initialement fermentés. Et ensuite, on désalcoolise. Distillation sous vide à basse température. L'idée générale, c'est vraiment d'aller retirer la fraction aromatique pour que, par exemple, un Sauvignon blanc, eh bien, on ait le petit côté tiolé en bouche quand on déguste nos vins sans alcool. Ensuite, sur les mousseux, gazéification, stabilisation, embouteillage, tout le marketing évidemment qui va avec. Donc, on adopte les codes du vin. Mais attention, j'y tiens, sont confusionnels, à savoir, quand un consommateur achète, il faut qu'il sache que c'est une bouteille qui n'a pas d'alcool à l'intérieur. En revanche, on a une promesse organoleptique où on travaille beaucoup de qualité. Alors, attends, tu as employé des mots très compliqués. Ah. Vas-y, précise-moi organoleptique. Et ben, c'est ton ressenti en bouche. Ok. C'est un vin désalcoolisé. On a retiré l'éthanol. Donc toi, tu construis au départ un vin, que je comprenne bien, qu'on fasse un truc simple. Au départ, tu construis un vrai vin. Oui. Et ensuite, à un moment du process, tu retires l'alcool. Comme dans les spiritueux. Tu le distilles, mais à l'envers. T'enlèves l'alcool. J'enlève l'alcool. Ok. Et donc, une fois que tu as fait cet exercice-là, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il manque l'exhausteur de goût. Ça veut dire qu'au départ du process, il faut que tu mettes plus de goût, ou c'est après? Comment ça marche? Non, au départ du process, je vais en chercher. Ok. Donc, des tanins sur les rouges, vraiment une sélection de cépages extrêmement aromatiques, des équilibres, des acidités. Donc, tout notre boulot, c'est avant désalcoolisation, de faire en sorte que ce soit exacerbé ou équilibré. Et une fois, lorsqu'on a retiré l'éthanol, eh bien, on arrive à quelque chose de plaisant en bouche,
mais sans alcool. Quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit, il faut absolument que je pose cette question-là à Mathilde. Tu pâtis, toi, de l'effet champomis, tu sais? On avait l'impression que c'était pas bon, que c'était sucré, que c'était pour les enfants. On te fait part de ça, quand même, en te disant, en fait, voilà, c'est gadget, ouais, encore aujourd'hui. Alors, on ne compare pas trop avec du champomis qui est fait de pommes. Ouais. Nous, on est issus du monde du vin, du raisin. Et en plus, on adresse une proposition sérieuse à des adultes. Et on n'est absolument pas à proposer des alternatives à des enfants, voire des ados. Par exemple, même dans notre communication, je touche pas trop des réseaux sociaux comme TikTok. Voilà, c'est vraiment un marketing que j'appréhende pas du tout parce qu'encore une fois, nous, on est là pour proposer des alternatives, des extensions naturelles au vin. Et du coup, il faut avoir une petite connaissance du vin, il faut être un petit peu amateur, épicurien, aimer la festivité, les bonnes choses. Et notre cœur de cible, il est pas du tout dans le monde de l'adolescence ou des trop jeunes générations. On est vraiment là pour accompagner les repas dominicaux, en passant par les jeux. Mettre une bouteille de sans alcool aujourd'hui dans la restauration, c'est complètement assumé. Ça fait la passe parfaite de la question que je voulais te poser après. Justement, quelle était ta cible prioritaire? Est-ce que c'est les femmes aujourd'hui? C'est quoi la cible? Alors, j'ai bien compris à l'export qu'il y avait effectivement une grosse population asiatique qui était liée effectivement aux difficultés qu'ils ont pour... oui. Pas que. Aux États-Unis, ça marche très bien. Okay. Dans l'Europe entière, ça fonctionne. D'ailleurs, les États-Unis, je te coupe 2 minutes, mais j'ai vu que tu avais signé un partenariat en 2024, c'est-à-dire avec un gros distributeur américain, c'est ça? Oui, Co-Brand. Ok. L'importateur d'un très grand champagne que j'aime beaucoup. Et effectivement, Co-Brand sur l'intégralité du territoire américain. Distribue tes produits. Oui. Donc toi, tu es par contre immédiatement impacté de la même manière des droits de douane, c'est ça? T'es considéré comment? T'es placé dans quelle catégorie, si c'est du sans-alcool? Alors, originellement, la première vague de taxation, ça ciblait les vins. Donc là, on est passé à la trappe. Ouais. Mais là, on est dedans. Okay. Tous les produits d'importation française agroalimentaire, on est en plein dans les taxes. Donc ça veut dire quoi? C'est une petite gymnastique, surtout qu'en plus... un matin, on se réveille, on est à 30, le lendemain à 15. On ne sait pas bien à quelle sauce on va être mangé. Donc j'avoue, moi, le matin, j'écoute beaucoup l'actualité parce que généralement, ça se trame pendant la nuit. Les États-Unis, New York, il y a un petit décalage horaire. Donc le matin, tu te réveilles, tu as une petite surprise. Donc réunion de crise, essayer de trouver les solutions. Évidemment, un passage de plus 15, on n'a pas des marges stratosphériques qui permettent de diminuer de 15%. Donc ça veut dire qu'il y a toute une stratégie à mettre en place avec l'importateur, essayer de se dire, OK, on coupe tous le long de la chaîne, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut réduire, comment on peut augmenter les runs de prod, qu'est-ce qu'on peut faire, quel est l'impact tarifaire que l'on peut appliquer en dollars, sans se décorréler complètement du marché. Voilà, il y a toute une stratégie à mettre en place, et parfois, il faut la revoir, il faut la corriger, il faut y revenir. Et c'est un petit peu usant, mais j'ai envie de dire, la chance d'évoluer à l'international, c'est aussi le dérisquage. Donc quand ça coince aux États-Unis, peut-être ça se décoince dans une autre partie du globe. Et vraiment d'être sur 65 pays, c'est le bon adage, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, j'y crois beaucoup. Et ça marche. Ouais, c'est-à-dire que le fait d'avoir 65 pays sur lesquels tu distribues, forcément, de fait, en fait, tu minimises le risque là-dessus. Je me posais cette question-là en me disant, en fait, les US, OK, ils nous appliquent des taux douaniers qui sont délirants. Tu le disais, là, on ne sait pas exactement le matin quand on se réveille à quelle sauce on va être mangé. Le consommateur américain, lui, à qui tu vends, toi, qui consomme tes produits directement, est-ce que lui, quand même, le fait de payer beaucoup plus cher des produits qui viennent de France, ça l'impacte ou pas? Ou alors qu'en fait, la population qui est touchée avec ces produits, globalement, elle a suffisamment de moyens aujourd'hui pour ne pas faire attention à ces variations de prix? Alors, moi, j'ai la chance d'être dans une catégorie qui est naissante. Et du coup, le prix psychologique, c'est ce seuil que tu ne veux pas dépasser et il n'est pas encore bien fixé dans la tête des consommateurs finaux. Donc, il y a une élasticité prix qui est encore présente. Ce n'est pas le cas de tous les produits de consommation, grande consommation. Il y a des tarifs où il y a des prix que l'on sait très bien
passer cette barre psychologique, par exemple, de $20, on ne vend plus rien. Bon. Moi, dans mon industrie, ça, c'est pas encore le cas, parce qu'encore une fois, c'est une industrie naissante. En revanche, si je généralise un peu, c'est une certitude que le monde du vin est en souffrance, des spiritueux, les champagnes souffrent également. Et on va pas extrapoler dans des dimensions de mécontentement aujourd'hui parce que tout est positif. Mais il est certain que la réponse à l'échelle européenne doit être un petit peu plus virulente pour se souder les coudes et commencer par acheter des produits français en France, acheter des produits européens en Europe, avant même d'aller chercher ailleurs parce qu'ils le font eux-mêmes. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Comment ça marche ta boîte? Comment ça fonctionne? Toi, aujourd'hui, tu la diriges, tu la présides. La R&D et le développement, c'est encore une grosse partie de ton activité. Comment elle est organisée? Est-ce que c'est le commerce qui représente la plus grosse partie? Comment ça marche? Alors, on est une petite équipe commerciale, mais extrêmement percutante, avec une vraie volonté de mailler d'obtenir un maillage distributif qui soit hyper pragmatique. Tu vois, quand on arrive dans des pays comme le Japon, on n'a pas un importateur, on en a 7. Ok. Donc il faut avoir une cohérence, mailler le terrain, les positionnements prix, tout doit être vraiment analysé avant même de faire quoi que ce soit. Donc on a une bonne stratégie distributive. Ensuite, on a un gros pôle marketing et com', où évidemment, quand on est dans une catégorie en plein développement, on est obligé de parler, de faire savoir, de faire connaître, de montrer que l'on existe. Une grosse partie productive également, donc avec des équipes ultra talentueuses, des œnologues embarqués, des acheteurs, logistique, de l'assistanat commercial, évidemment de la finance, voilà, une structuration comme toute boîte, avec également un pôle qualité, R&D, RSE. Ma question autour de ça, en fait, c'était pour arriver à comprendre quel était l'endroit, en fait, qui est un peu quelque part la clé chez toi. Est-ce que c'est... pourquoi je te pose cette question-là? Est-ce que c'est... t'as besoin d'évangéliser le monde en disant, en fait, mes produits sont bons, c'est une vraie alternative, etc. Donc, il faut pousser, effectivement, sur la communication. Est-ce que ton gros enjeu dans une boîte comme la tienne, c'est la logistique, c'est l'expédition de tes produits, je sais pas, hein, ou est-ce que c'est l'assemblage? Tu vois, c'était pour arriver à comprendre quel était le point clé aujourd'hui dans ton organisation qui fait que c'est là-dessus, en fait, que toi, t'attaches de l'importance. Alors, il y a plusieurs axes de réponse et en préambule, j'ai envie de dire que chaque maillon de la chaîne est essentiel. Ouais, ça, on le dit pour froisser personne. Mais je le pense vraiment. D'accord avec toi, ok. C'est-à-dire, sans bons achats, Ok. On n'y arrive pas. C'est-à-dire que sans une équipe commerciale qui vraiment se bat sur le terrain, on n'y arrive pas. Sans com, on n'y arrive pas non plus. Donc voilà, c'est quand même une subtile harmonie de tout ça. En revanche, j'ai vraiment mis les gaz sur la distribution et la com. Parce que, encore une fois, c'est une catégorie naissante. Et il fallait et je pense que d'une manière générale, toute boîte au jour d'aujourd'hui qui fonctionne ou qui a une volonté de vouloir croître, elle doit exceller en distribution, évidemment, mais c'est ce qui nous fait vivre à la fin du mois, mais en communication, en expansion internationale, parce que du coup, le terrain de jeu, il n'est pas limité au marché français. Et ensuite, l'innovation. Il faut avoir au sein de ces valeurs vraiment la volonté de vouloir innover, mais chaque jour qui passe. Et l'innovation, elle n'est pas simplement dans le produit, elle peut être dans la manière de distribuer, elle peut être il y a des milliards de manières d'innover. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un immanquable. Il faut innover et continuer d'innover pour pouvoir performer. Alors, je comprends bien l'innovation, ce que c'est de faire du vin sans alcool, c'est déjà une forme d'innovation, ok. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire dans ton quotidien? Ça veut dire, toi, passer du temps à innover, tu peux me donner des exemples? Des rampes de lancement produits. Chaque année, il y a au minimum 2 produits qui sortent. Donc, c'est-à-dire que vous inventez de nouveaux produits, c'est ça? Tout le temps. Je faisais la liste en me disant, ça coûte tant, ça coûte tant. En fait, ça coûte très cher. Oui. J'ai vu, et c'est assez rare, en fait, que tu es la seule actionnaire de ton entreprise. Oui. C'est-à-dire que tu es parti de zéro il y a 16 ans. 5 000 € en poche. 5 000 € en poche.
Et aujourd'hui, en fait, tu as une boîte qui fait 16 millions d'euros, leader français de son marché du premium sur le vin sans alcool, présent dans 65 pays. Comment on fait en étant tout seul Comment tu as financé ça? Alors, la croisade à l'international, elle est aussi, alors on n'en a pas parlé, mais sur un plan BFR, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que la gestion du risque, je l'ai gérée moi-même, on l'a gérée nous-mêmes, à savoir, quand on expédie en Chine, on se fait prépayer. Mais par contre, on va payer nos fournisseurs à 60 jours. Ok. Donc toi, tu encaisses de l'argent t'as tout compris. Que tu n'as pas encore sorti. Exactement. C'est comme ça que tu dérisques. Alors, je dérisque, je minimise le risque de non-paiement, mais au-delà de ça, sur un plan trésorerie, ça me permet aussi, c'est un petit peu le rôle de la banque, hein, d'aller chercher les marchés de demain. Donc c'est comme ça que toute l'aventure est partie. Donc l'international a permis, dans une certaine mesure, le développement dans le reste des pays internationaux grâce à cette stratégie enfin en tout cas le travail du délai de paiement. Ouais, c'est-à-dire de rentrer du cash, quoi. Rentrer du cash. Et quand on fait un développement si fort et qu'on est obligé effectivement d'évangéliser, tu sais, on pourrait faire un parallèle avec des entreprises de la tech qui, pour le coup, ont besoin d'avoir beaucoup d'argent pour développer un produit pour qu'il soit adopté par le grand public. Et ça, c'est toujours une grande phase d'investissement dans lequel il n'y a pas forcément une forme de rentabilité. Aujourd'hui, ça gagne de l'argent de faire du vin sans alcool? Oui, parce que justement, en fait, pour moi, la levée de fonds ne doit pas être un outil de financement ou d'alimentation d'un besoin de trésorerie. Donc ma boîte est gérée comme un bon père de famille. À savoir que si j'ai pas d'argent, je vais pas dépenser et dépenser inutilement dans des outils de communication. Voilà, j'ai commencé à faire des campagnes méta cette année. Ok. Donc c'est graduel, là, petit à petit. Et il y a plein de choses qu'on peut faire en communication sans budget. Et d'ailleurs, on a le droit de communiquer, parce qu'on n'a pas le droit de communiquer en France, en tout cas, c'est la loi Evin, c'est ça? C'est ça. On n'a pas le droit de communiquer sur l'alcool. Par contre, toi, tu as le droit de communiquer. Tu pourrais faire des campagnes de pub. Je pourrais faire des campagnes de pub. Ok. À condition qu'il n'y ait aucun amalgame avec une marque de vin parallèle. Ok, je comprends. Okay. Sur ton marché, on a eu quelques mouvements, là. Il y a une marque qui s'appelle Bloom, qui fait partie de tes concurrents, je crois. Bien sûr. Dans lequel il y a une prise de participation d'LVMH. Donc, on voit bien à quel point il y a un appétit, en tout cas, pour ces nouveaux marchés. Toi, aujourd'hui, tu es toute seule à ton capital. Tu as un projet d'ouverture de ton capital à un groupe qui pourrait être concurrent à celui d'LVMH ou, comment tu vois ça, toi, de ton côté? Est-ce que c'est celui qui va gagner, celui qui sera le plus gros? Comment ça va marcher? En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de cash dans ce bas monde que d'idées. Ok. Et pour moi, une entrée capitalistique, c'est comme un bon mariage. Ok. Et ça ne peut pas être raisonné comme une histoire financière. Donc, une alchimie qui n'emporte pas vers des nouvelles dimensions, ça ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, c'est une croissance lente, mais alors lente. Enfin, lente, tu dis lente. Oui, mais toute proportion gardée, ouais. on pourrait aller beaucoup plus vite. On pourrait avoir une accélération beaucoup plus intense. Et tu crois que c'est pour ça que tes concurrents ou tes confrères, en tout cas, ils ont fait rentrer quelqu'un en capital pour accélérer leur développement? Oui, parce que ça nécessite de la communication. Ok. Beaucoup de Cette évangélisation, en fait, elle nécessite une grande forme de communication. Oui. Ouais, ok, je comprends. Et nous, on l'a fait, je l'ai fait très tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il faut parler du Dry January, eh bien, la Maison Chavin arrive avec ses chiffres réalisés par un bureau d'études CSA sur les prédispositions des Français à faire le Dry January cette année, en janvier 2026. Voilà, donc c'est un petit peu être leader d'opinion. Donc à force de le faire, eh bien, d'une manière assez volontaire, les médias vont taper à la porte et dire tu veux pas t'exprimer sur ce sujet. Voilà, c'est ça d'être pionnier, d'avoir un cran d'avance, parce qu'on l'a fait depuis tellement longtemps qu'on a une forme de légitimité, ce qui est vrai. On a aussi un regard qui n'est pas franco-français, donc on a cette ouverture sur le monde, et on arrive avec un savoir-faire où on a échoué, on a appris, on a compris, on est allé au-delà. Et on a su performer, encore une fois, dans un secteur de niche. C'est en marche, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Ouais, en tout cas, c'est le changement, en tout cas, il avance très très vite. Ma question, c'est, est-ce que t'es approché beaucoup par des gens du monde du vin
du vin avec de l'alcool ou sans alcool, mais en tout cas de ce monde-là, pour prendre des participations chez toi, est-ce que tu vois une concurrence qui est naissante de l'univers du vin? Est-ce que demain, tout le monde voudra avoir, comme tout le monde a voulu sa voiture électrique, dans les constructeurs, tout le monde voudra avoir son vin sans alcool? Alors, il y a 2 questions dans ta question. Est-ce que je suis approchée? Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de te dire, comme toute société qui est dans un secteur de croissance, qui n'a pas atteint son potentiel ultime, donc qui est encore en rampe de lancement fort, et toute société qui, évidemment, génère un résultat qui est regardé comme dans toute économie de marché. Bon, ça, c'est la première réponse. Donc oui, on est approché d'une manière assez évidente. Déjà, moi, la concurrence, je ne la vois pas nécessairement comme quelque chose de néfaste. Ouais. Je trouve que ça crée une émulation. On a parlé de French Bloom tout à l'heure, génial. Une capitalisation de Bernard Arnault, fantastique. Ça tire vers le haut, positionnement premium. Et puis avec une capacité de com que je n'aurai jamais. Donc, Ça te tire, tu veux dire? Bien sûr, ça tire. Ok. Donc, moi, je vois ça positivement. Je pourrais voir ça négativement, mais je vois ça très positivement. Ensuite, donc, ça attire effectivement des nouveaux entrants, mais encore une fois, comme les investisseurs, toute catégorie en croissance attire. Les nouveaux entrants, l'univers du vin, qui voit un peu comme un secteur en croissance, donc du coup, l'Eldorado potentiel, sortie de crise, j'en passais des meilleurs. Je ne pense pas que ce soit la solution à tous les maux. J'insiste là-dessus. Les grands négoces de vin, en passant par des startups, en passant par le monde agroalimentaire qui s'intéresse plutôt à des extensions de boissons. On voit aussi... attention, l'univers du sans-alcool, il est composé de bières sans alcool, qui historiquement est un peu plus important et qui ont atteint des niveaux stratosphériques. Donc les bières ont commencé très tôt, mais c'est également les spiritueux sans alcool. Donc nous, on est très focalisé sur le vin, on a largement à faire. Donc vin et effervescent, on a largement à faire dans cette catégorie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc oui, ça attire. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et les meilleurs resteront sur un plan gustatif, sur un plan cohérence et congruence. Sur ce marché-là du vin, j'ai plein de questions par rapport à ce que tu as dit. Je comprends par rapport à ce que tu dis de la concurrence, etc. Du coup, ça me pose la question de savoir si tu pourrais avoir, toi, une marque blanche, parce qu'aujourd'hui, tu maîtrises la technique, en tout cas, on l'a dit tout à l'heure, pour enlever l'alcool du vin, etc. Tu pourrais en fait vendre ton vin en marque blanche. C'est quelque chose qui se fait déjà dans le métier, dans la viticulture. C'est quelque chose qui existe déjà en fait. Tu veux dire faire des MDD? Ouais. Alors j'ai beaucoup de demandes dans ce sens. Mais le process d'élaboration et le savoir-faire est déjà suffisamment complexe comme ça pour finalement ouvrir les chakras vers d'autres dimensions. Autant faire ses propres marques et le faire soi-même. Et ensuite, n'oublie pas une chose, c'est que c'est un secteur qui nécessite beaucoup de communication. Donc, en plus du produit, il faut vraiment l'accompagner. Ouais, bien sûr. Il ne se vendra pas par lui-même. Donc, on a besoin de ces quelques secondes du sommelier pour expliquer que ce n'est pas un jus de raisin, mais véritablement un vin désalcoolisé, ce n'est pas la même chose. Et toutes ces petites secondes de pédagogie, c'est un accompagnement autour du produit. Donc, c'est pas juste une marque, c'est pas juste du marketing. Il faut que ça aille au-delà. Et c'est cet accompagnement qui nécessite une énergie un petit peu particulière. Ouais, je comprends. Ton stock, c'est un sujet. Tu sais, dans le vin, on parle de 2 choses. Soit la première, c'est qu'en fait, il y a des grands crus sur lesquels il n'y a pas beaucoup de bouteilles. Ou alors, effectivement, en fait, d'autres producteurs qui n'arrivent pas à écouler toutes leurs bouteilles de vin et qui, du coup, en fait, ont un stock qui est important. Il y a les deux. Moi, je vois les 2 côtés. Les 2 extrêmes. Comment, toi, tu te positionnes par rapport à ça et comment tu arrives... Est-ce qu'aujourd'hui, tu as suffisamment de stock pour la demande? Est-ce que tu as encore une capacité de production qui est importante? Comment ça marche de ton côté? Est-ce que c'est toi qui assembles directement dans tes locaux, dans tes usines? Comment ça marche? Alors, j'ai une vision assez pragmatique des stocks. Pour moi, c'est une immobilisation financière. Donc, il faut avoir un stock de sécurité, mais une envolée sur les stocks, c'est une hérésie. Ensuite, n'oublie pas que je parle à l'international et souvent, il y a des adaptations marché.
notamment sur les contre-étiquettes, où on est obligé de s'adapter à la langue locale. Mmh. Donc, générer un stock surdimensionné chez nous, ça n'a aucun sens. Donc, on produit beaucoup, pratiquement en flux tendu. Ok. Et c'est aussi une raison des clés du succès de la maison, c'est-à-dire que j'ai pas 3 millions de bouteilles qui attendent dans les entrepôts. Ouais, ok. Et tu as des années comme le vin ou pas? Alors, il y a des millésimes Ouais. sur certaines cuvées, comme le vin, Ok. et certains sont non millésimés. Et t'as essayé de faire du vin sans alcool de garde? Ça existe? Non, alors, en fait, oui, ça existe. Nous, ce qu'on appelle les dates limites sont de plus de 3 ans. Des fois, on s'amuse à faire des dégustations sur des vins désalcoolisés qui datent depuis... là, maintenant, on a une vinothèque de 15 ans, donc on peut s'amuser sur quelques années. Non, ça bouge pas, c'est stable. Par contre, c'est pas un produit de garde, ça a aucune vocation à rester des années en cave. Donc, ça n'a pas cette vocation, en fait. Ouais, d'accord, ok. Il faut que ça soit consommé, quoi. Il faut que ça soit consommé. Ouais, ok, je comprends. Et c'est quoi que tu as appris dans cet univers, ou en tout cas en montant ta boîte, là, toute seule, avec ton bâton de pèlerin? J'ai bien compris que tu étais parti pour évangéliser le monde sur le vin sans alcool. C'est quoi les grandes leçons que tu tires de ce parcours-là? Alors, c'est avant tout une histoire humaine. C'est des rencontres. C'est un état d'esprit. Je pense que sans cette niaque qui est vibratoire, c'est une énergie qui est assez particulière. Se prendre des portes, des noms, au départ dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas du vin, mais c'est quoi la différence avec un jus de raisin? Mais moi je veux pas de champomis. Voilà, tout ça. Eh bien, faut savoir se dire que tout ce qui tue pas renforce, et j'y crois beaucoup. Et bizarrement, d'ailleurs, je reviens d'Afrique du Sud où j'ai visité la prison où Mandela a été incarcéré pendant quelques décennies. Je me dis, mais c'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que ça structure? Et dans l'absolu, ça génère juste une chose, c'est une énergie encore plus surdimensionnée de repousser les limites. Et le projet de la maison Chavin, c'est où? Ça s'arrête où? Pour le coup, si le marché comme ça est au balbutiement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de limite. Ok. Et c'est quoi ton projet? Sky is not even the limit. T'aimerais faire quoi? En tout cas, c'est quoi les objectifs que tu te fixes là, dans les années qui viennent? Moi, j'ai lu qu'il y avait une augmentation très très forte, en tout cas du marché à venir. Oui. Quand j'ai posé la question à ChatGPT, il m'a dit qu'en fait, il imaginait un marché qui allait augmenter de 4 milliards d'euros en 2028. Tu te positionnes comment par rapport à ça, toi? Alors, écoute, ça ramène à la psychologie de l'entrepreneuse que je suis. En fait, je suis une bâtisseuse. Ça doit te parler à toi. Dans le build, ouais, ça me parle beaucoup, ouais. Donc, je suis une bâtisseuse. Je suis vraiment animée par une ambition, mais une ambition, ça n'a rien de péjoratif, c'est pas quelque chose d'égotique. C'est vraiment sans projet, sans cette volonté de vouloir construire, j'avance plus, je me meurs. Donc, je dis souvent à mes équipes, vous savez, sur un électrocardiogramme, la ligne droite, c'est pas bon signe. Donc, il faut que ça pulse, il faut que ça aille, il faut que ça bouge dans une direction qui soit toujours pleine de projets. Et je dis tout le temps à mes enfants, il faut toujours un rêve d'avance. Et là, dans ces 16 ans que tu as passés, si je résume, j'imagine qu'il y a eu 10 ans qui étaient quand même très très compliqués, parce que ça fait quelques années, globalement, que le vin sans alcool, en tout cas, on arrive à en parler de manière un peu plus positivement, tu vois. Et c'est aussi ça, c'est une de tes clés, c'est la longueur de ton projet professionnel. Oui, la persévérance. Ouais. Ah oui, oui, évidemment. Mais attention, il faut le faire d'une manière qui soit nullement décorrélée de la finance. Pour moi, il ne faut pas être utopiste. C'est-à-dire que se prendre des murs, mais sans arriver à pérenniser sur un plan financier, non, il faut se remettre en question. Par contre, quand on voit que ça prend de l'ampleur, ça marche, que 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, et que ça commence à prendre forme, là, il ne faut rien lâcher. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu nous partageais tout à l'heure, en fait, sur le fait de ta stratégie par ricochet.
c'est-à-dire d'aller faire ton marché, d'aller développer un marché international. C'est d'ailleurs contre-intuitif. On imagine d'abord qu'il faut travailler autour de ses choix, puis tu sais, faire la stratégie de la tâche d'huile aussi, c'est-à-dire te dire, en fait, on part de quelque part. Toi, ça aurait pu être très bien Béziers, puis après développer Montpellier, puis après, en fait, les autres régions françaises. Toi, tu as fait complètement l'inverse. Tu es parti très, très loin pour revenir effectivement, en fait, sur le marché français. Sur ce marché français-là, tu penses que les choses, elles vont encore bouger et évoluer? Tu penses que ça fait partie... C'est un des plus gros marchés, le marché français, le marché du vin en France. C'est un des plus gros marchés français. C'est dans les top 5. En l'espace de 3 ans, on a fait des croissances qui sont fulgurantes. Ouais, c'est fou. Alors déjà, il était retardataire. N'oublie pas, on a plutôt une résistance au changement qui est forte. On n'embrasse pas spontanément la nouveauté, l'innovation. Donc il y avait une petite inertie. Il a fallu convaincre, il a fallu vraiment convaincre sur le marché français. Mais une fois que ça s'est ouvert, là, c'est le champ des possibles. Parce que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'intermédiaires, donc beaucoup de cumul de marge. Oui. Toi, tu vends en direct aussi, Mathilde, avec Manon Chavin. Oui. Ouais. Par ton site internet, oui. Uniquement en France. Oui, on peut faire du limitrophe, mais voilà. Donc ça veut dire que toi, tu es forcément très impacté par les marges que vont faire tes distributeurs, forcément sur ta marge de départ. Bien sûr. Ok. Et ça a toujours été un vrai sujet dans ce marché-là. Effectivement, en fait, les cumuls de marge, d'ailleurs, on n'achète pas le même prix, ce qui est normal, il y a le service, tout ça, dans un restaurant, une bouteille, que on l'achète effectivement chez un caviste, etc. Ça a été, toi, un choix de travailler avec les distributeurs immédiatement pour accélérer le volume, c'est ça que tu veux dire? Mais par contre, la contrepartie, c'est quand même de perdre une partie de sa marge? En fait, c'est à la fois avoir le choix et pas avoir le choix. Je m'explique. Quand tu démarres de zéro, tu n'as pas de force commerciale strictement structurée pour pouvoir appréhender l'intégralité du marché. Ni en France, ni ailleurs d'ailleurs. Ouais. Donc il faut le faire, mais il faut imaginer des metteurs en marché qui ont des forces distributives pour toi. Ok. Et ensuite, tu peux te structurer. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Donc graduellement, tu te structures commercialement. Mais à l'origine, si tu commences à faire un travail de fourmi, c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps et c'est extrêmement coûteux. Ouais. Et j'avais pas le temps et j'avais pas les moyens. Ouais, je comprends. Ça veut dire que tu as fait le choix quand même aujourd'hui. Est-ce que... Alors, j'ai plusieurs questions autour de ça. La première, c'est concernant le prix. Je te disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est cher quand même aujourd'hui, le vin sans alcool, en tout cas, je trouve ça cher. Alors nos bouteilles parce que sont peut-être que j'ai une entre... mauvaise comparaison, je compare ça peut-être avec d'autres typologies de vin, tu vois, avec du vin peut-être traditionnel. Alors nos bouteilles sont entre 14 et 16 euros. Ok. Ce qui est plutôt dans le haut de gamme quand tu veux une bonne bouteille de vin, comme chez ton caviste. Ensuite, on a ouvert cette année en GMS. Okay. Et là, on descend en dessous de 10. Ok. Voilà. Sur d'autres cuvées. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est plutôt dans le cœur du marché et effectivement avec un petit positionnement premium. Mais on n'a pas le choix parce que pour faire des produits de qualité, je t'ai parlé tout à l'heure de la sélection, des matières premières, du mode d'élaboration qui est coûteux. Si on devait faire un petit découpage sur une bouteille qui vaut 20 euros, combien coûte le marketing, combien coûte la production, combien coûte à peu près en fait les grandes étapes de production de ton produit? Ce qui est très coûteux, c'est la matière première. Ok. Ça représente quoi, 50% du prix de la vente? Joker, mon capitaine. Ok. Ok. Ensuite, on a toutes les étapes du process. La désalcoolisation, l'embouteillage. Ok. Ensuite, les matières sèches. La bouteille, le bouchon, le muselet, en passant par l'étiquette, le carton, les intercalaires, toute la matière sèche. Et ensuite, effectivement, les efforts de commercialisation, le marketing, la promotion font partie... Et il reste une marge après. Et il reste une marge. Et cette marge, dans tes chiffres, tu m'as dit que ton EBITDA aujourd'hui... alors moi, je l'ai calculé par rapport à tout à l'heure, mais tu m'en as parlé en off. Mais si tu veux pas nous la partager, pas de problème avec ça. Mais en tout cas, ce que tu m'as dit, c'est que sur les 16 millions d'euros, en tout cas, tu avais un EBITDA qui était très fortement positif et qui augmentait tous les ans. Voilà. Alors, pour moi, ça fait partie de
la responsabilité sociétale. C'est-à-dire que alimenter sa boîte avec des tours de table tous les 2 ans, c'est pas un business pérenne. Ma volonté, c'est d'être pérenne, générer des embauches, continuer de croître, mais d'une manière qui est financièrement sereine. Donc évidemment, c'est pas un gros mot que de générer du résultat. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est la pérennité de la boîte. De 2, ça permet les investissements de demain. De 3, je vois pas l'évidence derrière. Par exemple, je pourrais jamais être capitaine d'une start-up ou voire d'une licorne et piloter du déficit. Ouais, ok. Ça fait pas partie de mon modèle de fonctionnement. C'est pas possible pour moi. Je pilote du résultat. D'ailleurs, quand on parle de chiffre d'affaires, je suis beaucoup plus intéressée par la ligne basse du compte de résultat que par le chiffre d'affaires. Parce que pour moi, ça veut tout et rien dire. J'ai vu des boîtes qui avaient des chiffres d'affaires qui étaient stratosphériques, mais à la fin, il ne reste plus rien. Donc ça veut dire que tout le long du chemin, et c'est là où on revient à la chaîne de valeur, à décortiquer les fonctions de base de la société, oui, les achats, c'est évident, si on achète mal, on ne générera pas à la fin le résultat escompté. Il faut faire du chiffre d'affaires, mais il faut être assez pragmatique dans ses dépenses pour qu'à la fin, ça puisse générer quelque chose. L'équation, elle est très simple. Par contre, il faut savoir la maintenir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça. Et je crois qu'on ne prend pas d'ailleurs les mêmes décisions dans son entreprise quand on l'imagine à long terme et de manière responsable que quand on essaye de faire une croissance à tout prix, en termes de volume, etc., en laissant de côté la rentabilité. C'est ce que tu dis. Tu sais, on ne pilote pas de la même manière si on va absolument chercher les bidas pour faire un exit ou si on va chercher une croissance pérenne petit à petit, chaque année, développement commercial, développement de la communication, pérennité, des agrégats financiers qui tiennent la route. Alors, ça prend plus de temps, mais la finalité, elle n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a une finalité qui est assez égocentrée sur l'actionnaire et l'autre finalité qui est de créer une boîte pérenne où il y a des enjeux qui sont un petit peu plus moyen-termistes. Mathilde, merci déjà d'être venue chez Build. J'étais très content de te recevoir. Je termine toujours mes interviews de la même manière, mais j'ai envie de te poser à toi 2 questions parce que j'apprécie beaucoup, en tout cas, le discours que tu portes. Il est très sincère. En tout cas, j'espère que les auditeurs, en tout cas du podcast, le perçoivent comme moi. Et d'ailleurs, je vous invite tous, si vous avez aimé l'échange avec Mathilde, de nous indiquer en commentaire quel est le meilleur passage que vous avez préféré dans le podcast. Bien évidemment, je vous le répète, on a besoin de vous pour vous abonner parce que c'est ça qui nous permet effectivement d'aller chercher encore les meilleurs invités, des invités aussi incroyables que Mathilde. J'ai 2 questions pour terminer. La première, c'est comment tu progresses, toi, au quotidien ? Comment tu fais encore pour arriver, en fait, à te remettre en question, à essayer de continuer à te développer ? Ça, c'est ma première question. Mais d'abord, je te laisse répondre. C'est ça. Si tu m'en poses 2, la deuxième, j'y répondrai pas, tu le sais maintenant. Alors, je suis une éternelle étudiante. Je considère que je dois piloter une boîte de 2 personnes et piloter une boîte de 20 et plus de 16 millions d'euros, c'est pas la même chose. Donc si sur un plan cognitif, j'embraye pas au gré de l'évolution de ma structure, ça peut pas le faire. Donc vraiment apprendre sur les nouveaux enjeux. En ce moment, je suis sur l'IA, mais il y a plein de sujets. Voilà. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Donc, dans la salle de bain le matin, en mettant le mascara, j'écoute des podcasts. Ok. T'écoutes Build, j'espère. Bien sûr, entre autres. Et alors, ça me fait rebondir sur le deuxième sujet. C'est j'ai besoin d'inspiration. J'ai besoin de cette énergie vibrante de la part des entrepreneurs. D'ailleurs, je trouve qu'on n'entend pas, et merci pour ce que tu fais, parce que c'est bien d'entendre cette énergie. On ne peut pas l'avoir parce qu'on est dans nos boîtes, on est sur le terrain, on est dans des avions en ce qui me concerne. Et c'est rare de l'avoir, cette énergie. Et pourtant, elle est magnifique. On n'est pas là en train de plomber... voilà, j'ai envie de dire l'énergie ambiante. Hein. On est vraiment là pour apporter quelque chose d'assez structurant et de positif, de constructif, de bâtisseur. Et ça, c'est super important. Donc, merci de nous accorder un petit peu de temps pour
pour montrer ce que c'est qu'une énergie un peu solaire où on va de l'avant et on arrête de s'engluer dans des détails, dans de la bobologie, dans des choses où il y a plus important et il y a bien plus d'essentiel en fait. Donc voilà, j'ai besoin d'inspiration de la part d'entrepreneurs, j'ai besoin d'idées nouvelles. Moi, ça m'inspire beaucoup d'être là. D'ailleurs, je trouve que tu as une super énergie. Merci, c'est super sympa, Mathilde. Et d'ailleurs, moi, je fais ça pour ça, en fait. Hein. On m'a posé la question de parfois si ça prenait du temps dans ma semaine, dans mon organisation. Bien sûr que ça en prend. Tu vois, j'enregistre avec toi. Mais par contre, moi, j'ai un shoot d'énergie, d'apprentissage qui est juste incroyable, tu vois. Et je trouve que ça, c'est hyper important d'apprendre de l'expérience des gens qui sont passés par des parcours, qui sont comme toi, à des moments de leur croissance, difficultés qu'ils ont aussi rencontrées, le partage de leur expérience de nouveaux secteurs. En tout cas, moi, ça me nourrit de manière très importante. Alors, tu sais, moi, j'ai pas la télé, donc du coup, je regarde pas les films, etc. Quand je rentre chez moi, que ce soit à Paris ou que ce soit à 7 en Occitanie, globalement, j'ai du temps disponible et plutôt que de consacrer ce temps-là en fait à regarder des films, je préfère passer 2 heures de ma semaine avec un entrepreneur et c'est comme ça que ça me permet moi aussi d'apprendre en permanence et je trouve que c'est extrêmement riche. J'ai beaucoup de chance. Je suis complètement d'accord avec ça. Même pas ça se vit en fait. C'est vraiment un plan énergétique, ça se vit. Il faut ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis ma dernière question, du coup, Mathilde, que je pose à tout le monde, qu'est-ce que ça serait pour toi en fait la compétence clé ou alors, j'ai l'habitude de dire, en fait, le super pouvoir qu'il faut absolument développer pour construire une boîte, pour se développer, pour aller chercher des marchés à l'international, pour disrupter un marché. En tout cas, c'est quoi le tien de super pouvoir? C'est quoi ta compétence? C'est de me dire que tout est possible. Pour moi, c'est essentiel. Même dans le champ lexical des gens, je suis extrêmement sensible aux mots, au choix des mots. Quand j'entends j'ai peur que, ma crainte, c'est que, ça résonne en moi. Donc tout est possible. Au pire, c'est un non. Tu risques rien. Donc la prise de risque, j'ai une vision du risque qui est complètement atypique. Pour moi, on n'échoue pas. Ça n'existe pas. Au pire, on a appris, comme dirait Nelson. Donc il n'y a pas de... Voilà, la vision du risque, aller pousser ses limites. Et je crois que c'est avant toute chose quelque chose avec soi-même. Donc, reculer tout le temps ses croyances limitantes. Tu m'aurais dit, il y a 15 ans, tu vas faire un plateau télé en direct, sans filet, t'exprimer devant des écrans sur le sans-alcool. Je t'aurais dit, je vais peut-être réfléchir à la question. Mais je pense que je ne te l'aurais pas dit. Je t'aurais dit, banco, on le fait. Merci beaucoup, voilà. Mathilde. Merci beaucoup d'être passée chez Build. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire les meilleurs moments de l'épisode. Bien évidemment, vous abonner à la chaîne, on va mettre le petit bandeau qui est là. Et puis je vous dis à très vite et à bientôt sur Build.